j'ai maintenant l'honneur de présenter le prochain présentateur. C'est Monsieur Mathieu Devidas de Danfoss. Il a fait un double master en mécanique et commerce international à l'Université de Montpellier, obtenu en 2007. Et puis il a réalisé ça en partie à l'Haute École Technique et puis Wissenschaft de Berlin. Hein. Alors je pense que c'est aussi allemand bien que français. On essaie. Mais en tout cas, il a travaillé à partir de 2008 comme ingénieur commercial au sein de la société Nidec Leroy Sommer en Allemagne, plus après en Suisse. Et puis, depuis 10 ans, vous êtes spécialisé en technologie de moteur et puis moteur réducteur à haute rendement. Et puis, vous avez travaillé sur une longue période aussi sur plusieurs projets d'efficacité énergétique. Notamment aussi, vous avez apparemment de l'expérience avec le projet ProKilowatt. Depuis 2018, vous avez rejoint Danfoss Drives et puis vous allez présenter maintenant live ici en studio votre présentation intitulée « Moteurs et convertisseurs de fréquences efficaces dans l'industrie ». Merci. Merci à vous. Bonjour à tout le monde. Donc, voilà. Donc on va essayer de donner une dimension un petit peu plus concrète à toutes ces exigences, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que constructeurs de moteurs, constructeurs de variateurs, toutes ces exigences, à quoi devons-nous nous plier et quelle est vraiment la réalité du terrain, je dirais, par rapport à tout ça. Donc un petit aperçu de l'agenda, donc un rappel rapide encore de ces exigences, je ne pensais pas qu'on allait en parler autant. Au niveau du moteur, au niveau du variateur. Donc effectivement, au niveau de la directive, au niveau aussi de comment les variateurs de fréquence et les moteurs sont-ils classés. Un petit exemple de calcul de classe de rendement au niveau des systèmes justement. Ensuite, quelque chose de plus concret, quelles sont les technologies disponibles sur le marché aujourd'hui en termes de moteurs et quelles sont leurs efficacités énergétiques. Au niveau du variateur, un petit cas concret sur le problème des harmoniques et sur les technologies apportées pour contrer ces problèmes et aussi l'efficience de ces technologies. Et enfin, un petit chapitre sur l'industrie 4.0 et tout ce qui est surveillance conditionnelle. Donc, c'est vraiment la nouveauté, je dirais, au niveau des variateurs aujourd'hui. Alors, rapide rappel donc, sur l'ordonnance, sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique. Donc, j'ai enlevé un petit peu des slides pour ne pas me répéter trop. En gros, donc, on a la partie moteur, vous l'avez déjà vu. Donc, depuis le 1er juillet 2021, l'IE2 est obligatoire pour les petits moteurs. L'IE3 l'est à partir des 0,75 kW jusqu'à 1 MW. La prochaine échéance, donc, ce sera en 2023 avec l'IE3 pour le tout petit et aussi l'IE4. Donc, voilà. Ces moteurs, donc les moteurs concernés, moteurs 2 pôles, 4 pôles, 6 pôles, 8 pôles, une phase, 3 phases. Et aussi important, tout ce qui est service S1, donc c'est utilisation continue du moteur, et service S3, utilisation supérieure à 80%. C'est-à-dire que les moteurs aujourd'hui qui ont un taux de service inférieur à 80% ne sont pas directement concernés par la norme. Donc c'est des petites astuces au niveau des utilisateurs justement pour ne pas changer leur moteur ou de prendre un moteur d'ancienne génération s'ils respectent justement ce taux d'utilisation faible. Au niveau du variateur, donc comme vous l'avez dit, depuis le 1er juillet, c'est la classe IE2 qui est obligatoire. Donc la classe IE2 est définie à partir de la référence standard IE1. Moins 25% de rendement, c'est IE0, plus 25%, c'est IE2. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que la grosse majorité, je dirais, des constructeurs de variateurs, Danfoss y compris, proposent de l'IE2 en standard. Tous les variateurs sont concernés, sont de 0,12 kW à 1 MW. Il y a là aussi des exceptions dont il faut tenir compte. Donc, c'est les variateurs intégrés, où on ne peut pas mesurer. Donc là, typiquement, les petites pommes de circulation, vous avez l'électronique embarquée, les moteurs EC, tout ça ne sont pas concernés par la norme parce que l'électronique est intégrée. Les variateurs aussi à faible génération d'harmonique, donc on verra plus tard, ils ne sont vraiment pas concernés lors qu'ils proposent un taux d'harmonique en intensité inférieur à 10%. Et donc les variateurs régénératifs, donc 4 cadrans ou AFE, qui sont également des variateurs harmoniques. Et puis également aussi tout ce qui est pour ambiance nucléaire. Là, on dit du très spécial et la norme n'est pas concernée. Au-delà de ces deux classes de rendement, donc IE2 pour le variateur, IE3, IE4 pour les moteurs, il existe une troisième classe donc, qui va être mise en place, qui est la classe IES, qui est donc le rendement complet du système. L'applicabilité, les exigences sont les mêmes que pour la partie variateur, donc 0,12 à 1 MW.
Comment il est calculé, ce rendement? En fait, on prend les pertes totales du moteur qu'on ajoute aux pertes du variateur et on compare donc par un tableau de référence et on voit par rapport à ces pertes comment est classé le système. Donc, on a un petit exemple ici. Vous avez un moteur qui est donc IE2 et un variateur qui est IE1. Donc, le variateur a 675 watts de perte, le moteur en a 1032. Le total du système, les pertes totales, c'est 1707. Donc, en regardant le tableau, on voit bien que pour un 7,5 kW, dans la classe donc, de perte de 1440 kW à 2160 watts, on se situe sur la classe IES 1. Du coup, pour notre système ici, on se situera sur IES 1. Il est fort à parier que si vous prenez un moteur IE3 et un variateur IE2, eh bien, on sera là, du coup, dans la classe IES 2. Quoi. Important aujourd'hui, il n'y a pas d'exigence par rapport à cette classe. Pas avant 2025, il n'y aura aucune exigence, peut-être à partir de 2025 et encore. Voilà. Pour avoir une vision vraiment plus objective de ces classes de rendement, il existe des logiciels de simulation à partir desquels on peut rentrer les données moteurs, données variateurs, et où on peut simuler donc l'utilisation du moteur et on peut générer donc des courbes de rendement pour chaque point de fonctionnement. Donc, ce logiciel existe chez Danfoss, c'est le EcoSmart. Il existe aussi certainement chez d'autres fabricants de moteurs de variateurs. Ça permet vraiment de bien déterminer quelle est l'efficacité de son système et aussi d'avoir une preuve physique de cette efficacité. Sur certains projets, par exemple, on nous demande justement quelle est l'efficacité de tel ou tel système. Donc, avec ça, on peut vraiment fournir ça comme preuve. Les moteurs, donc. IE3, IE4, donc ça c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché pour avoir ces classes de rendement? Donc, au niveau du moteur le plus réputé, le plus connu, le plus installé sur l'industrie, on est vraiment sur le moteur asynchrone. Donc, c'est un moteur qui a beaucoup d'avantages, malheureusement aussi des inconvénients. Donc, au niveau des avantages, comme je disais, c'est un moteur qui est connu. Ça fait plus de 50 ans qu'on l'utilise. Ça marche très bien. On arrive maintenant à atteindre des niveaux relativement élevés, donc on est à l'IE3 et l'IE4, on sait faire. Il y a même des solutions avec des rotors cuivrés, par exemple, qui peuvent avoir des rendements encore supérieurs, je dirais. Quoi. Malheureusement, bon, ça a un coût, hein, ces rotors cuivrés. Donc si on reste sur du moteur standard, très efficace, mais par contre, quelques inconvénients, notamment avec l'utilisation d'un variateur de vitesse, où là, on est vraiment confronté à un rendement qui se dégrade sur les faibles charges. Les moteurs au rendement asynchrone sont aussi beaucoup plus volumineux. Pourquoi plus volumineux? Parce qu'on a besoin de plus de matière active à l'intérieur, plus de cuivre, plus de tôle. Donc, du coup, il faut bien la mettre quelque part et on vient faire grossir les moteurs. Ça pose pas mal de soucis, notamment avec la conservation de la hauteur d'axe. On a eu plusieurs projets où, effectivement, le moteur était dans une carcasse 315 de hauteur et est passé dans une 355. Naturellement, c'est très compliqué quand on doit faire un rétrofit. Une autre solution, c'est donc de faire grossir le moteur en longueur, mais là on se retrouve avec des moteurs cigares. Donc je dirais, si vraiment on cherche un gros rendement, il faut vraiment faire attention avec ces moteurs IE4 très volumineux. Et aussi effectivement, bon, c'est des moteurs IE4, on a un très bon rendement, mais on arrive très difficilement à aller au-delà, ce qui est par contre possible avec d'autres technologies de moteurs. Notamment donc les moteurs synchrones. Donc, vous avez ici un aperçu de la gamme de tous les moteurs synchrones qui existent. Le moteur synchrone aimant permanent de surface, type servomoteur par exemple. Le moteur à aimant permanent où les aimants sont situés à l'intérieur du rotor. Les moteurs synchro-réluctants, donc qui est aussi une nouvelle technologie, plutôt adaptée vraiment aux applications centrifuges. Et le moteur synchro-réluctant assisté d'aimant, qui est vraiment la dernière génération de moteurs venus sur le marché et qui présente aussi des caractéristiques très intéressantes. On va voir plus en détail. Donc le moteur synchrone à aimant permanent, c'est un très bon moteur en termes de rendement. Alors, on atteint des niveaux de rendement de l'ordre de l'IE4, IE5, voire plus. C'est un moteur qui est très compact du fait de la compacité des aimants, de la puissance des aimants. Et c'est un moteur aussi qui, même à charge partielle, propose des rendements vraiment très élevés. Donc des applications ventilation, pompage ou des applications couple constant où on doit vraiment considérablement réduire la vitesse, on est vraiment sur des rendements très intéressants et des économies d'énergie par rapport à la synchrone qui sont très élevées. Moi, j'ai fait pas mal de projets sur de la réfrigération, par exemple, avec des moteurs synchrones, sur des compresseurs ammoniac. Et là, on arrive vraiment à des niveaux de rendement comparés aux moteurs asynchrones qui sont vraiment très intéressants. Par contre, au revers de la médaille, il y a quelques inconvénients, quelques points auxquels il faut faire attention. Déjà, c'est pilotage obligatoire avec un variateur de vitesse. Ça veut dire aujourd'hui,
ça ne pose plus trop de soucis parce que beaucoup de moteurs ont un variateur. Il y a un risque non négligeable de démagnétisation des aimants. Alors ça, c'est très problématique parce que si ça arrive, votre moteur, vous pouvez le jeter ou le faire réparer en usine, donc changer les aimants. Les prix sont quand même très élevés, justement, dû à la présence des aimants, qui sont des aimants principalement néodyne, donc fait en terre rare. Et qui dit terre rare, donc, dit aussi pollution. Donc, on en parlait tout à l'heure par rapport au coût gris. Là, vraiment, on est sur un moteur qui a un très haut rendement, mais niveau environnemental qui est quand même pas au top. Et aussi, donc, surtout, une maintenance délicate. Pourquoi maintenance délicate? Quand vous avez un moteur, je dirais, d'environ 200-250 kW, vous devez sortir le rotor, c'est vraiment très difficile à faire. Il faut utiliser des grues parce que la puissance des aimants est telle que pour sortir le rotor, c'est vraiment des efforts énormes et des risques aussi de taper le rotor dans le carter du moteur. Donc, très très bon moteur, mais technologiquement un petit peu compliqué. Les moteurs réluctants, donc ça je dirais c'est vraiment des moteurs très très intéressants parce qu'ils sont relativement simples de conception. Vous n'avez pas d'aimant, le couple est produit par l'effet de réluctance. Des rendements qui sont très honnêtes, IE4, voire un petit peu plus. Des constructions simples et robustes et aussi une compacité élevée. Par contre, comme le moteur est aimant permanent, vous avez besoin d'un variateur. Et là aussi, un petit phénomène pas très agréable, c'est le facteur de puissance qui est relativement bas et qui implique du coup de prendre des variateurs plus gros. Donc, c'est des moteurs qui sont faits pour économiser l'énergie, où on doit prendre des variateurs un petit peu plus puissants. À la fin, l'économie réelle est plus intéressante qu'un moteur asynchrone. Mais c'est vrai que voilà, il faut vraiment jouer avec différents éléments pour avoir la bonne technologie. Enfin, une évolution de ce moteur synchro-réluctant, c'est le synchro-réluctant assisté d'aimant. Donc, c'est une hybridation en fait, des moteurs synchrones aimant permanent et des moteurs réluctants, où on utilise l'architecture du moteur réluctant et où on vient intégrer des aimants dans le rotor. Pourquoi c'est plus intéressant? Parce que déjà, les aimants, ce ne sont plus des éléments à base terre rare. Ce ne sont plus des néodynes, ce sont des aimants ferrites. Donc, beaucoup moins polluants à fabriquer, qui présentent aussi un avantage non négligeable, c'est qu'ils peuvent être remagnétisés. C'est-à-dire qu'en usine, sans sortir les aimants, on peut remagnétiser le rotor pour remettre en marche le moteur. Ils possèdent un très bon facteur de puissance, contrairement aux synchro-réluctants purs. Et on pense que c'est vraiment une génération d'avenir parce que tous les gros constructeurs, que ce soit Siemens, WEG ou ABB, se dirigent doucement vers cette technologie. C'est relativement nouveau, ça va prendre encore du temps pour arriver sur le marché, mais je pense qu'à terme, ça représentera normalement une part non négligeable des moteurs vendus, notamment sur des puissances intermédiaires et grosses puissances. Quelques inconvénients quand même, donc toujours contrôle par variateur, comparé au moteur asynchrone, et une nouvelle technologie. Voilà, comme je disais, une nouvelle technologie, il faut que ça prenne le temps d'avoir un certain recul sur ça, de se faire sa propre opinion, mais je pense quand même que ça va être vraiment un moteur très intéressant. Enfin, un moteur EC. Donc, moi, en tant que fabricant de variateur, je n'aime pas trop parler de ce moteur parce que c'est un moteur qui n'a pas besoin de variateur externe, donc avec une électronique embarquée. Donc là, on est un petit peu sur une équivalence au moteur, je dirais, aimant permanent, très bon rendement, compacité élevée, mais dédié à des applications type ventilation. Je dirais quelques autres applications, mais principalement ventilation. Inconvénient, donc pas de design CUI, donc c'est vraiment c'est un ensemble souvent qui est intégré au monobloc, par exemple. C'est seulement disponible pour des puissances faibles, en dessous de 10 kW. Il y a aussi des terres rares pour les aimants. Et effectivement, vous avez un ensemble moteur-variateur. Donc, quand vous avez de la casse, souvent, on change l'ensemble. Donc, il n'y a pas de réparation possible ou elles sont très, très, très difficiles. Voilà pour la partie moteur. Concernant les variateurs aussi, quelles technologies sont disponibles sur le marché et les harmoniques. Alors, un variateur génère des harmoniques. Pourquoi? Parce que ça envoie des charges non linéaires sur le réseau. Je ne vais pas faire un cours sur les harmoniques, ce n'est pas ma fonction, je ne suis pas docteur non plus en électricité. Mais ces harmoniques, elles existent. Donc la technologie la plus basique, la CIPUL, ça en génère jusqu'à 100%. Et quels sont les effets donc, de ce taux d'harmonique sur une installation, sur un réseau? Donc ça limite l'usage de l'alimentation, c'est-à-dire que vous avez moins de puissance. Pourquoi? Parce que ça prend une part supplémentaire de la puissance active et de la puissance apparente et la puissance réactive. Donc vous consommez 100 kW, mais vous consommez en réalité beaucoup plus. Donc la distorsion harmonique accroît la valeur du courant total également.
Vous avez une augmentation de chaleur sur le transformateur, le moteur et les câbles. Donc on voit sur le dessin à côté où vous avez un moteur qui est soumis à un taux d'harmonique faible et en dessous un taux d'harmonique de 80-100%. Donc on voit qu'à terme, c'est vraiment quelque chose qui peut venir endommager le moteur ou dans tous les cas, je dirais, réduire sa durée de vie et augmenter ses pertes. Du coup, ce qui entraîne des temps d'arrêt coûteux et des dysfonctionnements du procès. Donc il faut vraiment faire attention à ces harmoniques. Aujourd'hui, les constructeurs fournissent diverses solutions pour limiter ça. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est justement en fonction de la technologie choisie, quel est le rendement total du variateur. Donc si on prend le cas du variateur le plus simple, le 6 pulses sans aucun filtrage, donc on voit qu'on est sur un rendement qui est vraiment de presque 98%, donc un très très bon rendement. Et vous avez les pertes ici, par exemple, pour un moteur 315 kW par heure. Donc on voit qu'avec ce type de variateur, vous avez sur une heure de fonctionnement environ 6600 watts donc de pertes. Aujourd'hui, la majorité des variateurs que vous utilisez sur les applications industrie ou sur les applications tertiaires sont munis donc d'une self de ligne qui vient donc lisser une partie de ces harmoniques et qui vient ramener le taux d'harmonique global à peu près 45-50%. Ça, c'est très intéressant. Par contre, ça entraîne effectivement une chute de rendement qui est très légère. Donc, c'est une solution aujourd'hui qui est vraiment idéale et standard quand on ne veut pas trop générer d'harmonique, mais quand on veut quand même avoir un rendement intéressant. Au-delà de cette technologie, donc, si on veut encore plus limiter les harmoniques, on peut passer sur des variateurs 12 pulses, où on a un rendement qui est un peu plus mauvais, mais qui a un taux d'harmonique plus intéressant. On le descend à peu près à 12%. Donc ces variateurs sont très efficaces, sont très peu chers, ne sont pas beaucoup plus chers qu'un 6 pulses, mais ils nécessitent un transformateur dédié, un transformateur 12 pulses donc. Mais si on veut donc rester sur une technologie standard, donc avec un variateur 400 volts ou 690 volts, on est obligé de passer sur du filtrage passif, filtrage actif ou des technologies AFE. Donc, de ces trois technologies, la technologie la plus intéressante en termes de rendement, c'est la jonction des filtres passifs. Donc là, on vient limiter vraiment la perte de rendement. On voit sur l'exemple d'en bas, effectivement, que vous avez donc un variateur 6 pulses avec des filtres passifs. Le rendement passe de 97,9 sans filtre à 97%. Donc 1% de perte de rendement, mais un taux d'harmonique inférieur à 5%, ce qui est à peu près aujourd'hui ce qui est recherché quand on installe un variateur low harmonique. Vous avez aussi la possibilité de mettre du filtrage actif. Donc là, c'est très efficace en termes d'harmonique. On est vraiment en dessous des 5%, même plutôt sur des 3 à 4%. Mais les pertes sont quand même relativement plus élevées. Donc on voit qu'on passe de 97 avec le filtre passif à 95,8. Et enfin, vous avez l'AFE, donc qui est un variateur naturellement peu générateur d'harmonique, donc l'active front-end. Vous avez un module en fait qui vient faire le pilotage et l'autre module qui vient faire la compensation harmonique. Donc très efficace, mais en termes de rendement, c'est un petit peu une catastrophe. Donc on est vraiment très inférieur à ce que pourrait proposer par exemple un variateur avec filtre passif. Donc le challenge, c'est vraiment de savoir, pour mon installation, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour ne pas trop consommer d'énergie, mais quand même pour compenser ces problèmes. À ce jour, il existe donc des logiciels qui permettent justement d'estimer ça, où on vient simuler justement en fonction des charges sur le réseau, de la puissance du transformateur, le taux d'harmonique global, THDU, ou le taux d'harmonique à l'intensité de chaque élément, que vous allez avoir. Et à partir de là, on peut prendre une décision. Il est inutile, et je dirais même idiot, de systématiquement vouloir mettre des variateurs low harmoniques, enfin peu générateurs d'harmonique sur un réseau, parce qu'on a d'un coup, une perte de rendement global du système, des installations, et surtout, on peut aussi avoir des surcompensations harmoniques qui ne sont pas bonnes non plus. Donc l'idéal, effectivement, avant de prendre des décisions, c'est de faire un calcul et de voir vraiment à quoi va ressembler la charge de mon transformateur. Est-ce que vraiment c'est nécessaire d'avoir un taux d'harmonique bas, ou est-ce qu'avec une technologie standard, j'arrive à maintenir des valeurs intéressantes et suffisantes. On prend par exemple là, pour revenir au niveau des rendements, j'ai fait un comparatif intéressant sur nos produits Danfoss. Donc c'est trois variateurs différents. Vous avez un variateur passif avec filtre passif, un variateur avec filtre actif et un variateur actif front-end. Si on prend un cas vraiment sur une année d'une installation frigorifique équipée de moteurs 315 kW, donc qui tourne 6000 heures par an avec des moteurs chargés à 80%, on arrive au niveau des trois technologies à un taux d'harmonique inférieur à 5%, ce qu'on demande au niveau du cahier des charges.
Si on prend comme base le coût du kilowattheure à 0,15 cents, quand on regarde les coûts globaux, on voit effectivement que celui qui consomme le moins, effectivement, c'est le filtre passif, suivi de celui avec filtre actif et avec l'AFE. Et au niveau des investissements, enfin des économies réalisées, c'est assez impressionnant, parce qu'on voit qu'effectivement, si vous comparez la solution filtre actif par rapport à la solution AFE, vous économisez déjà presque 50 000 kWh par an, soit presque 7 500 francs sur une année. Si vous comparez ensuite le filtre passif par rapport au filtre actif, donc les deux du haut, on voit pareil que vous économisez presque 60 000 kW et donc une économie potentielle de presque 9 000 francs. Mais là, effectivement, le plus impressionnant pour moi, c'est vraiment l'AFE, donc le variateur régénératif standard par rapport aux solutions à filtre passif, où on a presque 110 000 kW d'écart. Pourquoi je présente ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on voit sur le marché, c'est que le marché tend à s'orienter vers des solutions AFE. Pourquoi? Parce que c'est très simple d'utilisation. Vous installez le variateur, il n'y a qu'à poser les câbles, il n'y a rien à faire derrière. Ça marche bien, c'est super. Par contre, énergétiquement, c'est vraiment pas intéressant du tout, quoi. Donc, avant de faire un projet, vraiment se poser la question, est-ce que j'ai besoin de variateurs avec des filtres spéciaux? Oui, non. Et après, quel filtre je prends? Est-ce que vraiment la consommation d'énergie est importante pour moi? Est-ce que j'ai la possibilité de mettre d'autres technologies en place? Petit slide rapide juste aussi pour vous remémorer quand même que au-delà du rendement du variateur, ce qui est vraiment important aussi, c'est le mode de refroidissement. Parce que quand vous avez des gros variateurs, par exemple, dans une pièce avec des gros dégagements de chaleur, vous devez aussi refroidir la pièce et c'est aussi donc des pertes énergétiques supplémentaires qui ne sont pas vraiment prises en compte dans le système. Pour cela, les constructeurs proposent différentes solutions, donc de canaliser déjà le flux d'air pour éviter justement qu'il ne soit pas dans l'armoire, et puis aussi diriger ce flux d'air à l'extérieur du bâtiment ou diriger ce flux d'air, enfin dissiper ce flux dans un refroidissement liquide qui peut même après être réutilisé pour produire un autre réseau de chaleur. Donc ça se fait de plus en plus vraiment sur certains projets, donc réutiliser la chaleur produite par les moteurs et les variateurs pour chauffer autre chose derrière. Dernier chapitre enfin sur les variateurs et l'efficacité. Oula. Je contrôle pas. Ah. Au-dessus. Ouais. Astuce technique. Hein? Ah, voilà. C'est bon. Voilà, donc, dernier point intéressant au niveau des variateurs, de l'efficacité énergétique, c'est vraiment qu'est-ce qui est l'avenir du variateur, qu'est-ce qui arrive en termes de technologie au niveau des variateurs, qu'est-ce qui est intéressant. Donc on parle d'industrie 4.0, je pense que tout le monde en a entendu parler. À mon avis, personne ne sait très bien ce que c'est, parce que c'est très vaste. Mais pour essayer de faire simple, donc l'industrie 4.0, en gros, c'est la connexion, l'interconnexion des variateurs avec les automates, avec d'autres capteurs, etc. Donc ça joue un rôle très important au niveau de la future industrie, parce que donc, vous avez, pour désigner un petit peu ça, vous avez donc une connectivité sécurisée donc, qui permet justement de tout connecter, tout interconnecter, donc les moteurs, les variateurs, non pas les moteurs, les variateurs, les capteurs, les automates, et aussi effectivement de connecter éventuellement un cloud pour justement avoir un échange de ces informations. Ce qui est intéressant de ces nouveaux concepts de l'industrie 4.0, c'est que le variateur agit comme un capteur. Donc, il utilise les signatures des courants de tension du moteur pour détecter les performances et éventuellement les défauts et faire des maintenances conditionnelles, qu'on fera un petit peu plus tard. Il agit également comme concentrateur de capteurs, c'est-à-dire qu'au-delà de ses propres mesures en interne, il peut, je dirais, prendre les mesures de capteurs externes, les traiter, et donc agir comme un contrôleur et donner donc des ordres ou des scénarios donc pour réaliser donc des actions, tout en se passant parfois même d'un automate, d'un SPS global, quoi. Alors cette industrie 4.0, elle a mis à jour 4 concepts de maintenance vraiment qui sont en train d'être développés. Donc vous avez la maintenance corrective pure. Donc là vous avez, c'est ce qui existe aujourd'hui, vous avez l'appareil qui a un défaut. Vous le changez ou vous le réparez. Donc ça, c'est le plus basique, je dirais.
Le scénario de maintenance préventive, c'est votre appareil, vous estimez vraiment son fonctionnement et vous prenez des décisions de le changer avant un éventuel défaut. Mais ça, je dirais, c'est très subjectif. C'est lié vraiment à l'exploitant qui, en fonction de la vétusté de ses appareils, prend la décision, oui ou non, d'agir quelque part. Ce qui est nouveau maintenant, c'est la maintenance conditionnelle, c'est-à-dire que le produit, maintenant, le variateur est capable lui-même, en comparant ses valeurs théoriques et en comparant ses valeurs réelles, de détecter des dérives et de lancer des alarmes pour détecter d'éventuels problèmes, justement, et prendre d'éventuelles mesures. Ça, c'est la maintenance conditionnelle. Et après, on a la maintenance prédictive, qui est encore un point un petit peu plus loin. C'est-à-dire que c'est effectivement le variateur qui fait la maintenance conditionnelle, qui détecte les défauts et qui prend vraiment la décision de lancer des ordres et des actions réalisées pour pouvoir justement éviter un arrêt de production. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est d'avoir en fait la bonne information au bon moment. Donc l'intérêt de la surveillance conditionnelle, c'est donc de détecter les défauts à un stade précoce et d'optimiser donc justement les ressources et les interventions pour éviter un arrêt de production. Donc ça permet effectivement de réduire les temps d'arrêt, parce qu'on est sur quelque chose de planifié et pas sur quelque chose de spontané où on a vraiment besoin d'agir, très souvent en général le dimanche soir. Ce qui engendre du coup un coût de réduction globale de l'utilisation, notamment aussi parce qu'en ayant l'information que le variateur va avoir un problème, on peut vraiment planifier et éviter aussi de stocker trop de pièces de rechange. Donc à la fin, c'est de l'économie pour l'utilisateur. Au-delà des informations qui sont vraiment qui viennent du variateur pour le variateur, il existe aussi d'autres fonctionnalités qui permettent de surveiller le moteur ou le système complet, donc l'application. Chez Danfoss, par exemple, on a donc la surveillance conditionnelle, le condition-based monitoring, qui permet justement de monitorer en temps réel l'état du stator du moteur. C'est-à-dire que via une mesure comparative au début de l'application et puis après en fonction du temps, et via la détection d'une dérive, on arrive vraiment à prévoir en avance les défauts de bobinage et donc éviter les courts-circuits et les échauffements supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment le variateur qui va lancer une alarme pour prévenir l'utilisateur qu'il faudra vraiment prévoir une visite de contrôle sur le moteur pour éviter la casse. Pareil pour le roulement, donc il est possible maintenant de connecter directement des capteurs de vibration dans le variateur sans passer par un analyseur externe qui va justement détecter aussi ces dérives au niveau des vibrations et prévoir donc, proposer une opération de maintenance ou de changement pour éviter donc l'usure prématurée des roulements, les désalignements des arbres ou les déséquilibres généraux. Et enfin, la troisième fonction qui est proposée, c'est vraiment la surveillance du profil de charge qui a vraiment une influence sur l'application. Je prends un exemple concret. Vous avez un monobloc avec donc, un ventilateur et un filtre à air. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au début de l'application, enfin, au début de la mise en service, le variateur va faire une mesure, je dirais, standard sur toute la plage de vitesse du ventilateur et va donc générer une courbe qui va garder en mémoire. Admettons après qu'au bout d'un certain temps, le filtre à air est bouché. Donc, pour avoir plus de débit d'air en sortie, le moteur va fournir plus de puissance et le variateur va détecter que pour un point de la courbe donnée, il va devoir fournir plus de courant, plus d'intensité. Et du coup, il va voir qu'il est en dehors de sa courbe, il va lancer une alarme en expliquant que le process est perturbé. Donc là, on peut directement dans le variateur programmer, changer le filtre, par exemple. Voilà. Petite conclusion. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Donc, pour conclure, effectivement, l'ordonnance suisse sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique ont un impact très important sur les économies d'énergie. Donc, nous, on essaie justement de proposer du matériel pour répondre à ces exigences. La mise en place des classes de rendement, ça augmente bien entendu la visibilité quant à l'efficience énergétique des systèmes d'entraînement. Donc, du coup, le marché du moteur et du variateur est fortement stimulé et nous oblige, nous, à proposer des solutions innovantes pour que les constructeurs et les utilisateurs s'orientent naturellement vers ces nouvelles technologies. Bien sûr, il est quand même important de rappeler que chaque situation est différente, donc on ne peut pas généraliser. Il faut vraiment regarder son application, qu'est-ce que ça engendre quand on change de technologie, est-ce que vraiment les gains seront intéressants, oui ou non. La digitalisation de l'industrie 4.0 aussi donc, sont très importantes parce qu'elles aident justement l'utilisateur à la prise de décision. Et vraiment, quelles que soient les installations, qu'elles soient existantes ou neuves, donc les opérateurs doivent vraiment analyser l'état réel de l'ensemble
et vraiment regarder où ils peuvent faire des économies avant de systématiquement s'attaquer au système d'entraînement, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'imagine que vous avez des questions. Oui, alors on va entrer dans la discussion. J'ai des questions concernant 3 domaines. En fait, la première, c'est sur la classification IES des entraînements, c'est-à-dire ondulateur plus moteur. Puis on a vu qu'il y en a 3, hein, IS0, IS1, IS2. Puis vous avez bien mentionné que de passer IS1 à 2, il faudra probablement changer la classification de moteur sur IE3. Hein. Mais nous avons montré que dans le futur prochain, on aura des moteurs IE4, IE5. Est-ce que vous croyez que c'est nécessaire d'avoir une classification plus élevée que IS2 pour effectivement voir la différence entre un onduleur plus IE3 ou bien plus IE4 ou bien plus IE5? Bon, pour vous, comme, je sais pas, comme producteur pour vendre, est-ce que vous avez un désir de faire une classification plus étroite? Désir oui et non, c'est-à-dire que d'un côté désir oui parce que ça va forcément orienter le public vers des solutions encore plus efficientes énergétiquement. Après je dirais non parce que quand on est sur du moteur IE4 avec du variateur IE2, on est déjà sur des rendements très élevés. Donc après je dirais le gain potentiel supérieur est quand même très faible, à part sur des grosses puissances où là on a effectivement beaucoup de kilowatts mis en jeu, donc le moindre pourcent gagné est intéressant et se traduit vraiment sur la consommation réelle. Mais je dirais déjà, la mise en place de ce système IES2, ça vient déjà, je dirais, mettre une limite relativement haute et qui est pour l'instant nécessaire. Je ne pense pas qu'il fasse plus, on parle déjà de 2025, je ne pense pas qu'il fasse plus et je ne pense pas non plus que les sociétés vont atteindre l'exigence de ces normes pour pouvoir mettre des entraînements plus efficaces. À la fin, on en a parlé tout à l'heure, on parlait peut-être que la Suisse aurait un blackout dans les prochaines années. Donc je pense que tout le monde doit être maintenant conscient qu'au-delà de ces normes, il faut vraiment mettre en place quelque chose de très efficace énergétiquement et qu'à la fin, c'est des économies d'énergie et des économies d'argent. En fait, pour arriver maintenant à des moteurs IE4, IE5, vous avez très bien montré qu'il y a plusieurs possibilités. Hein. Puis vous avez bien montré qu'en mettant du cuivre dans le rotor aussi, les moteurs asynchrones sont capables de monter au moins à IE4, hein, ou bien même plus, ouais, avec un agrandissement du volume complet du moteur, naturellement. Et maintenant, je compare avec un moteur de réluctance assisté avec des aimants ferrites. Est-ce que vous pouvez donner une première indication sur différence de prix, je veux dire standard, asynchrone, avec roteur cuivré, comparé avec moteur réluctance assistée avec des aimants ferrites? Alors c'est compliqué parce que déjà je ne travaille plus dans le monde du moteur, donc j'ai plus les tarifs. En ce moment, c'est d'autant plus compliqué que les prix ont flambé au niveau des matières premières. Je dirais à l'époque, avant la crise, on avait des deltas de l'ordre de 15 à 20%. Sans trop m'avancer, je dirais c'était à peu près ce qui se passait, mais qui était vraiment de suite amorti avec la mise en place de la technologie. C'est-à-dire qu'en une année, déjà, on arrivait à faire des économies telles que l'investissement en valait la peine. Après, ce qui se passe, c'est que malheureusement, dans les projets, on a souvent en face de nous des installateurs qui cherchent du prix et des clients aussi. Et la personne après qui mesure les économies d'énergie n'est pas la même que celle qui passe la commande pour le matériel. Donc c'est vrai qu'effectivement, l'économie d'énergie sera là, mais l'économie financière aussi. Mais pour qui, c'est la question. Aujourd'hui, je pense que c'est le plus gros frein. Ça, c'était beaucoup vrai avant, ça l'est moins maintenant, parce qu'on a maintenant sur des projets des bureaux d'ingénieurs, par exemple, qui sont très conscients de ces informations-là et qui, justement, poussent pour mettre les moteurs et les variateurs les plus efficaces possibles. Pour les rétrofits aussi chez les clients finaux, c'est un peu plus facile parce que c'est la même société. Mais oui, effectivement, je pense qu'il y a un delta de prix, mais il est très rapidement amorti. Maintenant, le thème des harmoniques, je trouve que c'est très intéressant parce que vous avez très bien montré qu'un taux harmonique élevé pour les moteurs, ça signifie aussi des pertes supplémentaires à cause de pertes de cuivre supplémentaires, mais aussi pertes de fer à cause des harmoniques. Maintenant, vous montrez naturellement tous les moteurs qui sont connectés à l'onduleur, ils ne voient pas ça. Hein. C'est les moteurs direct online qui voient les harmoniques des onduleurs. Hein. C'est-à-dire, si vous avez un environnement mixte.
C'est plus le réseau qui voit les harmoniques que le variateur génère. Le moteur, je dirais, lui, il n'est pas concerné. La seule chose qui peut se passer, c'est, pour prendre un exemple, je dirais, nous, ce qu'on prend pour exemple, alors c'est pas très scientifique, mais en gros, pour une bonne image, si vous avez 40% d'harmonique, vous pouvez dire, OK, mon moteur va consommer sur le réseau effectivement 40% plus. Donc, si vous avez par exemple 1 MW d'entraînement sur variateur, qui fonctionne à pleine charge, donc vous avez effectivement besoin d'1 MW électrique pour alimenter vos moteurs. Avec un taux d'harmonique de 40%, ben, vous allez finalement avoir besoin de 1400 kW. Donc si vous avez un transformateur de 1200, non seulement vous allez avoir tous les phénomènes que je vous ai dit, donc ça va chauffer, etc., mais en plus, vous n'aurez pas la puissance. Donc le moteur ne pourra jamais avoir la puissance nécessaire à proposer l'application. Donc vous allez fonctionner en régime dégradé par rapport à l'application que vous avez mis en place. C'est ça qui est dangereux en fait, quoi. Au-delà de tout le problème qu'il y aura après, la surchauffe, etc. etc. Ouais. Mais j'ai bien compris, hein, la puissance apparente maximale est élevée de 40% avec des harmoniques. Par contre, la consommation énergétique n'est pas augmentée de 40%. Parce que les pertes ne sont pas vraiment 40% à cause des harmoniques. Si, parce que finalement, je dirais, vous allez consommer ça sur votre transformateur, vous allez lui demander ça. Comme puissance apparente, hein, mais je veux dire. C'est pas oui. C'est vraiment une capacité transformateur qui va être menacée après, quoi. Non, mais je suis d'accord. Voilà. Et puis, moi, je pense surtout pour des grandes installations où on a des installations mixtes, c'est-à-dire des variateurs avec des moteurs qui sont directement connectés online. Alors, le réseau intérieur de votre usine est effectivement beaucoup d'harmoniques. Là, vous avez un intérêt. Hein. Voilà. Là, vous avez très bien montré que l'effet que le filtre passif, effectivement, est très bonne. Le filtre passif, paradoxalement, c'est une vieille technologie. On l'a délaissé ces dernières années au profit des filtres actifs. Parce que effectivement, le filtrage actif est vraiment beaucoup plus performant, c'est-à-dire qu'il vient vraiment mesurer les harmoniques, il les compenser une à une. Donc on peut vraiment compenser ce taux d'harmonique de façon très très précise. Par contre, la problématique qu'on a aujourd'hui, on le voit sur certains projets, c'est que c'est quand même une électronique active qui génère elle-même aussi des perturbations. Alors pas de la même plage de fréquence, on n'est plus sur de la basse fréquence, mais c'est de la haute fréquence et ça vient générer d'autres problèmes. Et surtout, c'est de l'électronique, donc c'est même soumis au même problème que le variateur, ça vieillit, je dirais, aussi rapidement que le variateur, alors que le filtre passif, on est vraiment sur une technologie classique, c'est des condensateurs du cuivre, et ça ne génère aucune harmonique, et ça fait le job. Par contre, c'est gros, c'est lourd, mais ça fait le job. On a certains projets où les perturbations à haute fréquence les diminuer, c'est très important, par exemple dans les hôpitaux, les laboratoires. Donc ça vient perturber les systèmes médicaux, les systèmes électriques. Donc quand vous mettez un filtre actif en place, par exemple, qui vient compenser ces harmoniques, il y a un problème résolu, mais vous en créez un autre. Ouais. Et là, c'est vrai, par exemple, le filtre passif est avantageux par rapport à ça. Et au-delà de ça, il a un rendement qui est quand même... il a beaucoup moins de pertes qu'un filtre actif, quoi, ou qu'un variateur naturellement un peu générateur d'harmonique. Pour sauver un petit peu l'honneur de Active Front-End, il faut quand même dire que certaines applications où vous avez la possibilité de régénérer l'énergie, le mode de breaking, ça c'est important. Ah oui, non, mais encore une fois, je ne veux pas dénigrer l'Active Front-End, c'est vraiment, je pense aujourd'hui, la meilleure technologie en termes de compensation harmonique. C'est la plus installée aussi, clairement. Hein. Je veux dire, nous, on en propose aussi également beaucoup. C'est vrai qu'on le dédie plus à l'industrie, je dirais, plus de grosses puissances maintenant, de plus en plus. Parce que voilà, il y a cet aspect régénérateur d'énergie. Il permet aussi de maintenir la tension du bus DC élevé, de compenser la chute de tension dans les câbles. Donc il a vraiment beaucoup d'avantages également. Mais en termes d'efficacité énergétique, c'était le thème aujourd'hui, malheureusement, c'est le moins bon. Ouais, c'est tout. En tout cas, on voit que le thème il est assez fascinant, hein, et il est aussi assez complexe. Et puis on voit que vous proposez des solutions pour aider vos clients comme EcoSmart et d'autres choses. Je pense que c'est clair, comme ces ingénieurs-là, vous êtes très près du client s'il y a des problèmes. Malheureusement, je vois qu'on est à la fin de notre bloc. Hein. C'était très intéressant. On a même dépassé un petit peu le temps. Je m'excuse envers nos spectateurs à la maison, ceux qui en tout cas sont restés là. On va finir alors cette partie Suisse romande. Et on va se retrouver à 14h pour redémarrer les prochaines sections.
Et puis, je vous rends encore une fois attentif que dans la réception Opins, vous avez un feuille pour donner du feedback. Il est aussi en français dans cette fois-là. Alors, je vous demande, ou bien je vous prie, si vous avez la possibilité, puis le temps encore avant de prendre le repas, de mettre une qualification directe. Alors, il me reste que vous souhaiter un bon repas et puis j'espère de vous revoir à 14h ici pour le reste de la conférence. Merci beaucoup.